Bonjour Thierry, ça va bien? Bah oui, ça va bien et toi? Très bien, je suis content de t'avoir dans le podcast, c'est dans Serial Entrepreneur. Donc déjà bienvenue sur Serial, Oui. donc le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui on se retrouve dans une série de podcasts en partenariat avec l'événement Plug and Start et la Technopole de l'Aube. Plug and Start, on aura l'occasion d'en parler dans cet épisode et d'avoir ton retour d'expérience sur une édition auquel tu as participé. C'est l'un des meilleurs programmes de création d'entreprises innovantes avec plus de 400 entrepreneurs accompagnés. Et c'est 72 heures pour tester et challenger son projet innovant. Et puis cette année, c'est une édition spéciale puisque Plug and Start fête ses 20 ans. Et donc, on va avoir pas mal de questions par rapport à ça pour commencer. Donc toi, tu as participé à Plug and Start en 2019. Oui, tout à fait. Pourquoi tu as participé à Plug and Start? Au fait, au départ, je connaissais pas Plug and Start, je connaissais pas le programme. C'est au travers de la discussion d'un ami qui est déjà sur place qui m'a dit tiens, tu peux regarder à 3, il y a quelque chose qui se fait intéressant, quelque chose d'intéressant. Donc du coup, j'ai soumis mon projet. Même à l'époque, j'étais encore salarié, j'étais pas encore sorti, j'avais pas encore pris la décision de franchir justement le pas. Et grâce à Plug and Start, justement, ça m'a permis effectivement d'avancer sur le projet. On aura l'occasion d'en parler encore un peu plus. Ouais. Carrément. Est-ce que tu peux me décrire Plug and Start? Plug and Start, qu'est-ce qui se passe sur ces 3 jours? Ah ouais, vous êtes secoué dans tous les sens. Voilà, exactement. Je dis aux entrepreneurs, aux futurs entrepreneurs, parce que l'idée aussi, c'est d'arriver à Plug and Start avec une idée qui n'est pas encore mature en fait. Faut pas attendre que l'idée soit trop mature pour dire tiens, là je vais à Plug and Start. C'est venir déjà quand on a une idée qui tient la route, dire tiens, je vais essayer de sortir de mon garage pour aller confronter cette idée à une population donnée. Une population qui ne me connaît pas, qui n'est pas de ma famille, donc il n'y a pas de pitié, mais c'est quand même bienveillant, mais qui va challenger vraiment cette idée. C'est ça que j'aime bien. Donc vous êtes secoué pendant 2 jours. Secoué dans tous les sens. Votre idée est torturée dans tous les sens, aussi bien avec les gens, des experts de marketing, de web, de finance, de fiscalité, de propriété intellectuelle, justement pour dire tiens, est-ce que je me suis vraiment poser toutes ces questions. Et ça, c'est vraiment important dans la vie d'entrepreneur, même avant, effectivement, qu'on franchisse le pas, pour dire, il faudrait que quand je vais franchir le pas, il faudrait que j'aurai peut-être pas les réponses à toutes ces solutions, mais il faudrait que je les ai en tête. Qu'il y aura toutes ces questions qui se poseront à moi. Ouais, ça va permettre de récolter pas mal de réponses sur toutes les problématiques de l'entrepreneur finalement. Oui, exactement. Et ce que j'ai aimé aussi par rapport à la ville de Troyes, au fait, c'est que par rapport, je suis de la région parisienne de base, mais c'est par rapport à une grande ville, effectivement, c'est que tout le monde, tout le monde se connaît. On a accès à des personnalités qui sont dans tous les domaines de compétences assez facilement par rapport à une grande ville. Et puis 3, c'est à 1h30 de Paris, en train. Ah oui, exactement. Donc c'est quand même pas mal. Oui, ça aussi c'est un avantage à considérer quand on vient d'autres régions. On est à 1h26 exactement. C'est 1h26 de train. Ouais. Je l'ai fait régulièrement, je continue aussi à le faire régulièrement. Oui, ça se fait bien. Ça se fait bien, en plus c'est dans les trains où on a le confort nécessaire. En gros, pour moi, c'est un deuxième bureau. J'en ai plein des bureaux, mais ça fait partie d'un de mes bureaux. Exactement. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté professionnellement et humainement parlant, Plug and Start? Donc sur l'aspect humain, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de pouvoir échanger avec d'autres entrepreneurs qui étaient au même niveau que moi de réflexion, en se posant la question, tiens, j'ai mon idée, ça n'a rien à voir avec l'idée que moi je développais de base, mais derrière quand même on se rend compte, peu importe
ce qu'on va entreprendre derrière, on a quand même les mêmes problématiques. Les problématiques qui sont liées effectivement à est-ce que le business model il tient la route, est-ce que le marché il est disponible, est-ce que je dispose des capitaux nécessaires, est-ce que je dispose des compétences nécessaires pour le faire. Ça, c'est des questions qu'on vend des choux, qu'on vend des carottes, qu'on vend des avions ou autre chose. Effectivement, on va toujours se poser des questions et pouvoir échanger avec d'autres confrères qui ont ces mêmes problématiques. Ça nous permet justement. Ça permet de s'enrichir, de dire bah tiens, il y a l'autre là, il a dans le web, il n'y a pas d'aspect web dans mon projet, mais il m'a parlé d'un truc intéressant. Est-ce que je peux pas l'utiliser aussi pour l'enrichir le mien, ou bien pour faire germer une autre axe de développement que j'avais pas identifié. Et humainement aussi, c'est que effectivement, bah, il y a l'aspect humain qui joue beaucoup, parce que j'ai tout à l'heure parlé de la partie bienveillance. Pendant Plug and Start, ils sont pas là pour vous casser, quoi. Ils sont pas là pour vous casser, ils sont là pour vous faire évoluer, justement pour que vous puissiez passer, on dit en général qu'on gagne 3 mois de développement, passer à l'étape supérieure pour dire bah tiens, bah, ils m'ont challengé dans tous les sens, c'était justifié, oui certainement, et voilà, je sors effectivement grandi avec d'autres idées, puis prêt à y aller, quoi. Quel a été ton moment le plus fort sur Plug and Start ? Le moment le plus fort d'un Plug and Start, c'était justement les échanges avec les confrères. Les échanges avec les confrères, d'autres confrères entrepreneurs. Il y en a pour lesquels j'ai gardé encore beaucoup de liens d'amitié, d'ailleurs, depuis. Donc, c'est ces échanges, ça m'a permis d'évoluer. Je suis sûr que ça va encore me permettre d'évoluer. Ça, c'était un moment important. Et puis, il y a d'autres moments aussi, parce que ça reste fun aussi, hein, j'allais dire. Voilà, d'autres moments fun, effectivement, que ce soit effectivement des sorties de networking, ce genre de choses. Ça, c'est toujours intéressant de le faire. En plus, ce qui est bien, c'est que même une fois que vous faites Plug and Start, si jamais vous décidez de vous établir sur 3 aux alentours, en fait, les gens ils vont vous identifier assez facilement. Bah, vous allez voir le banquier, vous allez voir votre banquier, vous allez demander des subventions, on va dire bah tiens, bah, je vous ai dit, c'est pas vous, je vous ai vu pitcher il y a 1 an là, sur Plug and Start. Donc ça ouvre déjà pas mal de barrières, ça c'est un plus, quoi. Et c'est un plus que, j'allais dire, que vous allez garder tout le long de votre parcours d'entrepreneuriat là-bas sur la région. Oui, puisque Plug and Start, c'est à 3, mais c'est une visibilité qui est nationale. Exactement, c'est important de le rappeler. Ouais. C'est ça qu'il faut se le rappeler. Et même la plupart des gens, les boîtes qui étaient là, c'était peut-être des boîtes de 3, c'était peut-être un dixième, même pas, quoi. C'est les gens qui venaient d'à gauche et d'à droite et qui disaient bah tiens, moi j'ai tel projet innovant, tel projet qui est innovant. Ah bah vous êtes les bienvenus, vous pouvez venir. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens de cet événement ? Ce que je retiens de cet événement, ça va être l'excellence et la bienveillance. Excellence parce qu'on veut tirer toutes les boîtes vers le haut. On veut vraiment essorer pour dire bah tiens, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, et aussi mettre dans la tête des entrepreneurs effectivement pour dire tout n'est pas rose à chaque fois, quoi. Il y a des hauts et des bas, il y a des hauts et des bas, et puis il y a tous ces éléments qu'il va falloir que vous preniez en compte avant de vous lancer. Donc ça, c'est sur la partie excellence. Et puis la partie bienveillance, c'est important parce que les gens qui sont autour de vous, des coachs qui sont autour de vous, c'est des grands comptes, c'est des gens issus de plusieurs milieux, mais qui sont là pour vous faire avancer, quoi. Ouais, exactement. Donc c'est ça qui est bien, c'est cette bienveillance qu'on a besoin à chaque fois. Et est-ce que tu conseilles Plug and Start à des porteurs de projets qui veulent se lancer ? Oui, tout à fait. Je conseille effectivement Plug and Start à des entrepreneurs qui veulent se lancer. Et pour dire, au fait, faut pas se donner des limites, des barrières soi-même en disant mon idée n'est pas assez mature pour le faire. J'allais dire, il y en a d'autres qui vont juger de toute façon si votre idée est assez mature pour le faire. Mais vous, si vous vous sentez vraiment à l'aise avec votre idée, c'est l'occasion de vraiment de sortir pour dire, bah tiens, je vais confronter mon idée vis-à-vis des gens qui ne sont pas de ma famille, qui ne sont pas là pour me dire c'est bien parce qu'on ne veut pas te blesser, mais qui vont me dire la viabilité de mon projet.
Parce que ça va être un projet qui va conditionner mon avenir de toute façon, qui va me permettre de vivre, de payer mon loyer tous les jours. Donc c'est ça, il faut oser se lancer. Il faut oser se lancer et puis pouvoir accélérer aussi. Parce que ce soit vous faites effectivement plug and start, effectivement vous gagnez 3-4 mois de développement parce que vous avez été coaché avec pas mal d'éléments, pas mal d'inputs, pas mal de challenges et puis un réseau important. Soit effectivement vous pouvez rester aussi dans votre garage en disant bah tiens je garde mon idée, sauf que c'est un temps perdu. Et quand on se lance effectivement, quand on est en train de créer une entreprise, j'allais dire chaque jour compte. C'est le programme parfait pour tester et challenger son idée finalement. Exactement. Et même à la fin, j'allais dire, à la fin, vous allez pouvoir dire, ok, là j'y vais directement, ou je préfère attendre. Par exemple, si je veux partager mon expérience, donc ce que je disais, c'est que quand je vais participer à Plug and Start, c'était en 2019, c'était au mois de juin au mois de mai, j'étais encore en entreprise. C'est avec Plug and Start, avec le bagage que j'ai acquis, que je me suis dit, là, franchement, Thierry, là, t'es prêt vraiment à passer de l'autre côté. J'ai donné ma rupture conventionnelle, et puis je me suis lancé. Mais à mon avis, si je l'avais pas fait, peut-être que j'allais attendre 6 mois encore, ou bien avoir encore plusieurs doutes, moments de doute. Mais c'était vraiment un déclencheur. Je remercie d'ailleurs effectivement le pote Greg qui me l'a conseillé en disant tiens, ton idée est bonne, ce serait bien de pouvoir venir le challenger. Ouais. Surtout quand c'est une idée qui sort de l'ordinaire. Avant de parler de ton parcours, on va apporter quelques précisions sur l'événement. Déjà, il faut savoir que c'est 20 projets innovants qui vont être sélectionnés. Donc c'est pas on candidate et le projet est sélectionné directement. C'est vraiment il y a toute une sélection derrière. Ensuite, tout le transport, l'hébergement et la logistique sont inclus sur les 3 jours de l'événement. Et donc cette édition, elle a lieu du 29 juin au 1er juillet. Et les candidatures, c'est jusqu'au 20 mai pour candidater. Donc n'hésitez pas à candidater justement pour participer à cette édition anniversaire. Oui, tout à fait. On va pouvoir passer à ton parcours. Et la question que je pose à chaque fois, c'est qu'est-ce que tu as fait avant d'entreprendre ? Au fait, j'ai un parcours un peu atypique. Je suis ingénieur informaticien de formation, et puis après j'ai basculé dans la partie achat, et puis je me suis spécialisé dans toute la partie énergie renouvelable. Okay. Énergie renouvelable dans un grand groupe, effectivement, c'était chez Engie, voire chez GRDF, où j'étais en charge effectivement d'accompagner des producteurs des énergies renouvelables à justement développer leurs unités de production et puis à pouvoir mettre à disposition l'énergie pour le reste du réseau. Et donc tu crées ta société Magma Energy en mars 2020. Voilà, exactement. Qu'est-ce qui t'a amené du coup à créer Magma Energy ? Comment tout ça s'est né en fait ? Donc j'étais bien en tant qu'effectivement responsable achat. J'avais plutôt un bel avenir, hein, je me le cache pas, au sein d'un grand groupe. Après, je me disais que je voulais faire vraiment quelque chose. Je voulais entreprendre. J'ai repris les études. Justement, j'ai repris les études côté HEC. Et puis, j'ai mûri encore mon idée. Et un des déclencheurs que j'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment Plug and Start, qui m'a permis de me dire, tiens, là tu es mature, là tu peux y aller. Là tu es mature, tu peux y aller. Et c'est donc, j'arrête effectivement de travailler en tant que salarié le 31 décembre 2019. Et puis j'ai fondé Magma en début 2020. Entre-temps, effectivement, qu'est-ce qui s'était passé ? Donc j'avais donc soumis la candidature à la partie incubation. Parce qu'il y a ça aussi, la partie Plug and Start. Une fois que vous avez été donc déjà shortlisté en tant que 20 projets, en général il y a 400 candidatures qui arrivent. Donc c'est vraiment un honneur. Et derrière aussi, vous pouvez aussi postuler pour être incubé à la Technopole de l'Aube. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai passé donc les comités, tous les assessments fin d'année 2019 pour m'installer effectivement début 2020. Ok. Et est-ce que tu veux me parler du coup de Magma Energy ? Qu'est-ce que c'est ?
Donc début 2020, qu'est-ce que je fais? L'idée, c'était de créer la première centrale d'achat dédiée aux producteurs des énergies renouvelables. Vous savez qu'on a démarré du coup début 2020. Pas de bol, on était à la maison pendant un certain temps, comme tout le monde, comme tout le monde. Donc voilà, il y a eu la crise qui nous a frappé, qui nous a frappé, mais après derrière aussi qui a ouvert aussi d'autres opportunités, parce que je me dis qu'à chaque fois, derrière chaque crise, effectivement, il y a des opportunités derrière qui vont se créer. Ça, c'est important pour tout entrepreneur qui va nous écouter aujourd'hui. Donc du coup. Magma Energy, c'était quoi? Donc, c'était la première centrale d'achat dédiée aux producteurs des énergies renouvelables. Je me suis rendu compte qu'il y a pas mal donc des producteurs des énergies renouvelables qui viennent la plupart du temps du monde agricole, qui ont des soucis, effectivement, qui ont du mal à se faire accompagner pour y aller. Nous, on s'est spécialisé dans la partie biogaz. Biogaz, donc en 2-3 mouvements, c'est vous prenez tous les déchets agricoles, vous les mettez sous cloche, 40 jours, 40 degrés, ça vous produit du gaz. Le gaz, vous pouvez soit l'utiliser en tant que gaz de ville, donc dans les tuyaux, le nettoyer. Vous pouvez l'utiliser soit en tant que carburant, vous pouvez l'utiliser ou bien produire de l'électricité. Et en plus, ce qui est très bien avec cette énergie, c'est que non seulement vous produisez une énergie propre, renouvelable, qui est produite localement, mais aussi ce qui va rester, donc il y a la matière qui va rester, qui peut servir aussi en termes d'engrais. Donc actuellement, dans le contexte actuel d'autonomie énergétique, avec tout ce qui se passe de l'autre côté, dans les pays de l'Est, on sait à quel point l'autonomie d'énergie a beaucoup de valeur. Donc du coup, on s'est dit, je me suis dit, comment on peut accélérer cette transition énergétique, effectivement. Nous, on a dit, c'est en aidant ceux qui veulent le faire, en regroupant leurs besoins, en les aidant à optimiser leurs installations de A à Z, depuis la création des installations jusqu'à l'exploitation de ces installations. C'est une marketplace, donc on peut s'y inscrire en tant qu'acheteur ou en tant que vendeur. Oui. Quelle typologie de produits on peut retrouver sur cette marketplace? Donc sur la Magma Energy, donc magmaenergy.fr, il y a pas mal d'éléments, c'est tout type des éléments, des technologies, d'équipements ou de consommables que peut avoir besoin un installateur, un exploitant d'unité de méthanisation. Ça peut aller effectivement des pompes, des broyeurs, des trémies, ce genre de choses. Ça peut aller de l'huile, ça peut aller jusqu'au service de maintenance, jusqu'au service de transport, ou voir les solutions de production d'énergie renouvelable ou bien du GNV. Donc il y a tous ces éléments-là. En gros, ce qu'on propose au-delà d'une marketplace, en fait, on crée un mini-service achat à ces exploitants. Et mini-service achat digitalisé. Parce qu'au départ, le concept aussi, quand je l'avais démarré, en fait, le digital n'était pas encore entré dedans. Justement, c'est aussi... l'appétit vient en mangeant, comme dirait l'autre. Effectivement, c'est quand on est un entrepreneur aussi, il faut avoir justement cette agilité de pouvoir s'adapter au marché. Au départ, quand je me suis lancé, on le faisait à la main. Exactement, il y a quelqu'un qui allait, soit vous avez une installation qui tourne déjà, donc je viens chez vous, vous me dites, tiens, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Je vais aller dans l'exploitation d'à côté, il va me dire, tiens, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. L'idée était de regrouper tous ces besoins pour faire des deals. Un peu ce qu'on faisait par exemple sur le Groupon, des deals intéressants pour dire tiens, il y a cher fournisseur, cher marché fournisseur, on a 50 installations qui ont besoin de ça, qu'est-ce que vous pouvez nous faire comme élément? Donc c'est ça qu'on faisait au départ, mais on le faisait avec les fichiers Excel, ce genre de choses. Mais après aussi en mûrissant, on s'est dit là on est en train de le faire avec les fichiers Excel, on avait du mal. Pour répondre à un besoin donné, c'était pas en moins de 2 semaines. On a dit tiens, qu'est-ce que le digital peut nous apporter? Parce que qu'est-ce que le digital peut nous apporter? Et c'est là qu'on a dit tiens, pourquoi ne pas permettre effectivement cet agriculteur qui va acheter ses équipements, il en a besoin de toute façon, de pouvoir l'acheter lui-même directement sur une plateforme en ligne. Et aussi, comment permettre à ce fournisseur, ce fabricant d'équipements, qui a du mal à vendre ces équipements parce qu'ils ont tous été frappés, comme tout le monde, effectivement, par des restrictions de déplacement ou des annulations de salon, qui a du mal à avoir la visibilité et à vendre cet équipement, comment lui permettre, effectivement, de vendre cet équipement et puis de mettre en lumière sa capacité d'innover. Et c'est là qu'on fait effectivement notre rôle effectivement de catalyseur en permettant l'offre et la demande de se rencontrer.
Et c'est autant bien pour tout le monde, effectivement, parce que soit en faisant rencontrer l'offre et la demande, en fait, on est en train de simplifier la production de cette énergie. On est en train d'encourager la production de cette énergie. À titre d'exemple, pour partager avec en 2 ans, là, on a pu accompagner une centaine d'installations en France et puis en Suisse. En plus, voilà, il faut regarder la partie digitale, c'est important parce que du coup, ça nous a aussi permis de nous exporter assez facilement. Et là, actuellement, on est en train de regarder ici, côté allemand, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on peut faire. En moins de 2 ans, c'est vrai que même dans mon BP au départ, ça y était pas. Ouais. Et donc cette digitalisation, elle a vraiment apporté quelque chose en termes de scalabilité finalement, qui n'était pas possible avec juste des fichiers Excel, etc. Exactement, oui, exactement. Et on se rend compte que la plupart, parce que déjà la plupart de nos fournisseurs, ils étaient étrangers. Donc ils étaient étrangers. On s'est dit, tiens, si on achète une pompe en Allemagne pour la livrer à Brest, pourquoi ne pas l'acheter en Allemagne pour la livrer en Allemagne directement? C'est la même pompe exactement. Et puis voilà, on a dit, tiens, on va se caler justement à ce niveau-là. C'est juste la traduction à faire de l'installation, la traduction de la marketplace à réaliser. Et là, donc la marketplace est en train d'être traduite en anglais, elle est en train d'être traduite en allemand, et puis bientôt, elle sera aussi traduite en Italie. Là, ça nous permet effectivement d'adresser tout le marché européen en un coup, et voir, et puis commencer à se poser la question sur d'autres marchés ailleurs sur la planète. Sachant aussi que là, tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé de la partie méthanisation biogaz, mais l'idée aussi, c'est de devenir un acteur de référence sur le marché des énergies renouvelables. Par exemple, là, il y a l'hydrogène qui va certainement venir. Là, on parle bien d'hydrogène à chaque fois, mais si je vous demande où est-ce que vous pouvez m'acheter un équipement d'hydrogène, vous allez me dire, j'en sais rien. Voilà, vous allez me dire, j'en sais rien. Justement, c'est qu'il y a effectivement ce point de rencontre entre l'offre et la demande qui existe sur le marché d'hydrogène, mais sur d'autres marchés aussi des énergies renouvelables qui sont en train de sortir. Bientôt, il y aura l'hydrogène, il y aura le CO2, il y aura effectivement tout type de marché où il y a quand même des maillons de la chaîne qui manquent actuellement, justement pour dire, tiens, on a de super ingénieurs qui savent innover, qui savent faire des choses, effectivement, qui sont vraiment balèzes. De l'autre côté, on a la demande, mais des fois, on a du mal. Ces deux mondes, ils ont du mal à se croiser. Et nous, en tant que Magma Energy, c'est justement pouvoir faire que ces deux mondes puissent se parler. Ok. Et outre l'aspect plateforme et digital, vous gérez aussi l'aspect logistique, j'imagine ? Oui. Et est-ce que tu peux m'en parler un peu plus de cet aspect logistique ? Il y a la partie, donc, l'aspect logistique qu'on est en train de voir, qui est hyper important. Et cette partie logistique, effectivement, là aussi, l'autre contrainte aussi qu'on a aussi, c'est aussi les coûts des matières. Les coûts des matières et les disponibilités des matières. C'est vrai que là, on a surtout qu'il y a pas mal de composants qui contiennent des puces électroniques. Forcément, ça ne cesse d'augmenter. Voilà, ça ne cesse d'augmenter. Il y a le cuivre qui augmente, il y a l'inox qui augmente. Il y a le transport, il y a des éléments qui viennent de Chine, effectivement, avec les coûts des conteneurs qui font qu'exploser. Et nous, on est là au milieu, effectivement, en train de gérer pour justement essayer d'atténuer ces impacts. Justement, en essayant de regrouper le maximum de besoins pour qu'effectivement, quand on commande un conteneur, effectivement, on puisse en commander plusieurs pour essayer de mutualiser les prix d'envoi, et aussi quand on livre plusieurs sites à la fois, essayer d'organiser des tournées, des rondes pour essayer d'optimiser cette partie logistique. Là, on est en train de réfléchir à d'autres solutions aussi de livraison, soit des plateformes de stockage pour avoir des produits de première urgence, parce qu'on sait qu'il y a 5 unités qui sont côte à côte pour dire, tiens, vous avez votre mini plateforme avec telle pièce. L'avantage, c'est que quand ils commandent chez nous, c'est que nous, on a toute l'historique, toute la data pour dire quand est-ce qu'ils ont commandé, qu'est-ce qu'ils commandent d'un particulier, ce qui nous permet derrière de pouvoir, même l'idée c'est de pouvoir anticiper leurs besoins. Avant même qu'ils sachent que la pompe va tomber en panne, nous, la précommander déjà en Allemagne pour qu'elle soit déjà là. Donc ça, c'est la partie data qui va nous permettre d'y arriver, d'anticiper ses besoins, voir des commandes régulières,
des offres d'abonnement justement pour dire tiens, si vous commandez 1000 litres d'huile tous les ans, il n'y a même pas à recommander, juste nous on vous livre directement, vous n'avez juste qu'à dire stop, nous on arrête. Donc c'est ces éléments-là qui vont nous permettre d'apporter plus de valeur aussi aux clients qui vont nous suivre à chaque fois. Ok. Est-ce que tu peux me résumer un peu les grandes étapes de Magma Energy ? Il y a eu Plug and Start, la création de la société, la digitalisation. Est-ce que tu peux me parler un peu de cette avancée depuis 2019 et les prémices du projet ? Oui, exactement. Donc depuis 2019, il y a eu... Même avant, en fait, j'avais fait ma thèse, je l'avais fait sur Magma Energy. Ah ok, c'était génial. depuis 2017-2018. C'est là que j'avais commencé à dessiner les premières lignes en disant tiens, ça serait bien de faire ça, de faire ces éléments-là pour dire tiens, quelle est ma compétence, mon expertise. Effectivement, c'était ce côté achat, côté énergie renouvelable, côté accompagner des gens. Je disais tiens, comment je peux faire, comment je peux me placer, quel est l'endroit de la chaîne de valeur effectivement qui paraît pertinent pour moi. Donc ça, c'est un travail qui avait été commencé 2017, 2018, 2019. J'en ai fait une thèse une fois défendue. Après, derrière, il y a eu Plug and Start. Plug and Start, c'était le premier concours auquel j'ai participé en tant que porteur de projet, parce que là, j'étais vraiment porteur de projet, je n'étais pas encore entrepreneur. Il y a eu Plug and Start, rencontre avec certains grands comptes, avec les gens qui m'ont challengé, qui m'ont dit, tiens, ton projet, le projet, je l'ai retravaillé. Ça, j'ai retravaillé le projet en même temps que j'étais en train de faire les formalités pour quitter mon entreprise. 2019, je quitte mon entreprise. Mars 2020, je crée Magma Energy. Et puis, on s'est lancé là-dessus. Quand on a lancé aussi Magma Energy, au départ, au fait, c'est qu'il y a eu aussi un autre ajustement aussi que je vais signaler. C'est qu'au départ aussi, on était focus aussi surtout sur les nouvelles installations. Les nouvelles installations, donc on avait dit, tiens, on va regarder les équipements qui sont les plus chers sur une installation pour essayer de les acheter en groupé. Pour partager un peu les ordres de grandeur à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, c'est une installation, c'est entre 5 et 6 millions. Et en disant, tiens, il y a telle brique qui coûte 1 million, on peut mutualiser entre plusieurs installations. Ok, ça on l'a fait. Jusqu'à maintenant, on en a fait une douzaine. Pour les nouvelles installations, mais le problème c'est que au fait, pour sortir une installation, il fallait 1 an voire 2 ans. Même les premiers projets qu'on avait initiés, donc que j'avais repéré en 2019, le premier coup de pelle c'était il y a 3 semaines. Donc imagine donc toute la partie BFR derrière, toute la partie trésorerie qu'il va falloir maintenir. C'est très important. Ouais. Donc du coup c'était très important. Et c'est là aussi que j'ai pu m'adapter. Je me suis dit là je m'adapte. Là il y a les nouvelles installations. En plus il y en avait un peu moins parce que avec les restrictions, ce genre de choses, il y a eu des projets qui ont été annulés, d'autres projets qui ont été décalés. Donc ça, c'était la première complexité que j'ai rencontrée, qui m'a ouvert les yeux en disant, tiens Thierry, là tu es en train de cibler les nouvelles installations, mais regarde à côté de toi, en France, actuellement, il y a 1200 installations qui tournent, qui sont comme ça. Il y a 1200 installations qui produisent du biogaz en France. Et ces installations, ils ont besoin de quoi ? Ils ont besoin de toutes les pièces de rechange, ils ont besoin de maintenance, ils ont besoin de l'huile, ils ont besoin de tout type de consommables. Et la plupart du temps, ils n'ont personne pour leur proposer. En général, sur une installation, en fait, il y a 200 marques, 200 références. Et les gens, donc, ça veut dire qu'il va appeler, tiens, je veux le devis pour la pompe, tiens, je veux le devis pour ça. Est-ce que vous pouvez faire un devis pour ça ? Ce qui représente une perte de temps phénoménale. Je me suis dit, pourquoi ne pas regarder aussi toutes ces installations ? Et du coup, je suis allé chercher ce marché qui tourne. En plus, c'est ce marché qui m'a permis d'adresser même les centaines, 100 installations actuellement et qui ont besoin de récurrents. C'est des paniers moyens d'à peu près 3 000 €, mais qui reviennent tous les 2 ou 3 mois. Tous les 2-3 mois. Donc c'est du récurrent. Il faut viser vraiment la partie récurrence. C'est du récurrent. Et puis ça permet de fidéliser le client. Et puis ça nous donne aussi le temps d'avoir suffisamment d'informations. Parce que je parlais de la data tout à l'heure pour voir comment on peut améliorer ce service.
comment on peut améliorer le service qu'on apporte à ce client. Donc ça, c'est pas mal, c'est plutôt bien, ça nous permet aussi d'avoir une renommée et aussi d'avoir un accès à l'international assez facilement. Ok, et super, super intéressant, un peu toutes les grandes étapes de ton aventure. Voilà. Pour conclure un peu sur Magma Energy, est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur la société et quels sont les objectifs futurs pour les prochaines semaines, les prochains mois? Donc, quelques chiffres, je précise aussi qu'on a une société à mission, c'est important. Très important. Voilà, on est une société à mission. Notre mission c'est de promouvoir l'usage et la production des énergies renouvelables. Actuellement, en termes de chiffres, donc on a pu accompagner des installations qui permettent à peu près qui permettent de produire un gaz renouvelable pour 55 000 ménages. C'est équivalent à peu près à 300 bus qui roulent tout le temps en biogaz tous les ans. C'est énorme. Donc voilà, ce qui est énorme. C'est à peu près 9000 tonnes de CO2 qu'on évite tous les ans. Ça, c'est important. Et puis, ça, c'est les chiffres côté RSE. Côté installation, c'est que les volumes d'affaires qu'on a pu traiter en négociation pour les nouveaux projets, on est à peu près dans les 13 millions. On est dans les 13 millions et puis il y a un chiffre d'affaires qui tourne aussi sur la partie consommable qui est sur la partie récurrente. Ok. Et tes objectifs futurs du coup? Les objectifs futurs, donc ce que je disais, c'est que là, l'étape actuellement, donc on vient de lancer la marketplace. Là, on est en train de faire une levée de fonds. On est en train de faire la levée de fonds pour justement consolider notre position en France et puis se développer en Allemagne. C'est-à-dire aller ouvrir effectivement, on est en train d'ouvrir une filiale en Allemagne, justement pour adresser le marché allemand. Tout à l'heure, je parlais d'un marché français qui est à peu près à 1200 installations, mais en Allemagne, vous multipliez ce chiffre par 10. On est dans les 15 000. Des installations qui ont les mêmes besoins que les installations d'ici. Donc c'est un marché qui est assez très important, ouais. Qui est assez très important et qui a le même besoin. Et pour le moment, donc on est le seul acteur qui va pouvoir proposer ça. Et je pense que le digital nous permettra d'aller encore plus loin. Ok, écoute, vraiment, vraiment intéressant. On passe à la partie bilan de ton aventure avec 2 questions. Quel a été le moment le plus difficile de ton aventure entrepreneuriale? J'allais dire c'est tous les jours. Non, il faut se dire qu'en tant qu'entrepreneur, en fait, on a des hauts et des bas. En général, ce que je dis, c'est qu'il y a 24 heures dans une journée, et puis des hauts et des bas, vous en avez 24. Vous en avez 24 par jour. Exactement, vous en avez 24 par jour, des hauts et des bas, des contrats qui sont annulés, des commandes qui sont annulées, ce genre de choses, d'autres qui sont gagnées de l'autre côté. En tant qu'entrepreneur, ce qu'il faut, c'est que vraiment, il faut profiter de chaque instant, de chaque victoire, aussi minime que soit-elle, mais qui permet d'encourager puis de passer à la victoire suivante. Les moments les plus difficiles que j'ai connus, effectivement, c'était ce que je disais tout à l'heure, parce que du coup, quand on avait focusé sur les premiers projets, donc ça nous a fait une première année effectivement sans facturation. Donc du coup, parce que les projets ils étaient pas encore démarrés, alors que nous on avait dit tiens, on les a sécurisés, sauf que tant qu'ils n'ont pas encore commencé la construction, donc vous n'êtes pas payé. Donc il y a eu une première année difficile, donc côté trésorerie c'était pas la joie. Et puis d'autres moments, non, je dirais pas que c'est difficile, je dirais que c'est juste la vie de tous les jours, les échanges avec les différents financiers, les différents investisseurs, mais ça c'est la vie, c'est la vie même de l'entreprise. Ok, et la deuxième, c'est de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui? Donc je suis fier effectivement quand je me dis qu'on a pu, en si peu de temps, on a pu accompagner une centaine d'installations. Les 100 installations, moi dans mon BP initial, j'y étais en 5 ans à peu près. Là, en moins de 2 ans, j'allais dire, moins de 2 ans, c'est plutôt moins, en 1 an, parce que la première année, on les avait pas adressés. Donc ça, c'est important. Ce que je suis fier aussi, c'est de pouvoir aussi, maintenant, on a des in-call, des appels entrants, des gens qu'on croise sur les salons, qui disent tiens, Magma Energy, ou des gens bien qui nous appellent directement, qu'on n'a jamais vu ni d'Adam ni d'Eve, qui nous appellent parce qu'il dit tiens, il y a mon voisin qui m'a parlé de vous, donc c'est intéressant, j'aimerais bien travailler avec vous. Ça fait plaisir. L'autre élément aussi, c'est que ce qui a marqué aussi ma vie d'entrepreneuriat, c'était première embauche aussi.
Là, oui, parce que voilà, actuellement, actuellement on est 7, mais si ça se passe bien, effectivement, l'idée c'est de passer une 50aine de personnes d'ici quelques années. Donc la première embauche aussi, quand on fait toute la paperasse, tout ce qui va avec, c'est un grand moment aussi pour tout entrepreneur. C'est la première fiche de paye, bien négociation de contrat. Voilà, et puis voilà, quand on arrive aussi à se payer aussi, c'est un premier moment en disant tiens, là je vis de ce que je fais, quoi. Ouais. Ça c'est une vraie. Un accomplissement. Ouais, c'est l'accomplissement et ça c'est une vraie fierté. Au fait, ce que je conseillerais aux entrepreneurs, c'est vraiment de se faire accompagner. Parce que la pire crainte qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur, c'est de dire je ne parle pas de mon idée parce que j'ai peur qu'on me pique mon idée. Ça, c'est la pire connerie qu'on peut faire. Surtout que l'idée ne vaut rien sans exécution. Voilà, exactement. On dit, tiens, mais même si ton idée, effectivement, est géniale, mais l'autre personne ne pourra pas l'exécuter comme toi, tu le feras, quoi. Donc, il a plus intérêt plutôt à investir dans toi pour que tu fasses ton idée, pour que vous puissiez aller plus loin. Donc, ça, c'est vraiment la pire chose qu'on peut faire en tant qu'entrepreneur. Donc, et c'est en s'ouvrant vers les autres qu'on améliore aussi son idée. Parce que quand des fois on peut se faire des films en disant tiens, moi j'aimerais bien faire un truc comme ça, qui fait ça, qui communique avec ça, qui travaille avec ça, mais finalement quand les autres vous questionnent, tu dis finalement c'est con. Ouais. Ou bien voilà, c'est con, pourquoi je ferais pas plutôt ça. Donc en fait c'est ces échanges qui permettent de mûrir son idée. C'est là qu'on s'enrichit et c'est là qu'on grandit en tant qu'entrepreneur. C'est en partageant son idée, en partageant son retour d'expérience avec soit ses pairs, soit ses conseillers, soit ce genre de choses. Là, c'était bien. Et puis, l'autre élément aussi, ça va être, par exemple, je vais dire chez nous à 3, effectivement, j'ai participé pour demander faire des dossiers de concours, ce genre de choses. C'est pas mal aussi. Je le conseille. De s'inscrire à des concours, de faire des dossiers de façon de demande de prêt d'honneur à gauche à droite avec les différentes institutions, les concours de demande d'incubation. En fait, des fois, même si des fois on a l'impression qu'ils nous posent tout le temps les mêmes questions, ou bien que c'est chronophage, parce que personne n'aime vraiment faire la paperasse, mais derrière ça nous re-questionne, ça nous dit tiens, ça fait 2 fois qu'on me repose la question. Ça fait 2 fois comment se structure ma chaîne logistique, quelle est ma proposition de valeur. Ça veut dire que si ça fait 2 fois qu'on me pose la question, ça veut dire qu'elle n'est pas si claire que ça. Et donc ça me permet de la retravailler. Donc ça aussi c'est un plus, mais ça va vraiment dans le sens de je suis entrepreneur, je suis ouvert aux autres. Et ça c'est important. Et c'est vrai et en plus, en cas de victoire, ça apporte de la légitimité pour le projet. Exactement. De remporter des concours, des prix, etc. Et puis ça apporte aussi de la visibilité. Oui, exactement. Qui peut générer du coup du business. Donc, Oui, tu as tout à fait raison, parce que tu sais, il y a des collègues à moi, des amis aussi, qui disaient concours, il n'y a pas de chèque derrière. Et voilà, quel est le prix à gagner? Et voilà, en général, c'est ça la première question qu'ils posent. Et ce qu'il faut se dire, effectivement, c'est d'autres récompenses. D'autres récompenses, notamment, effectivement, ce que tu viens de dire, la partie visibilité, la partie retour d'expérience. Je monte en grade parce qu'effectivement, mon projet a été confronté par ça. Peut-être que le projet, il n'a pas été pris. Hein. Mais derrière, quand même, je sais pourquoi il n'a pas été pris. Donc, ça me permet derrière de m'améliorer pour le coup d'après. Et aussi, c'est son réseau pour dire tiens, il y a tel projet, il est passé là-bas, je connais telle personne, il faisait partie de mon jury, ce genre de choses, pour dire tiens, je peux l'interpeller sur LinkedIn, pour dire tiens, la dernière fois j'ai apprécié les échanges qu'on avait eus, et d'ailleurs vous m'avez posé cette question, est-ce que vous pouvez m'en dire davantage? Et c'est cette personne aussi qui va se sentir valorisée, qui va vous aider d'après. Ouais. Qui va vous aider après. Et ça c'est important. Et puis j'allais dire après faut pas avoir peur d'y aller, quoi. C'est clair. Non, mais parce que je dis ça parce que en fait la plupart du temps aussi, ce que j'aimerais bien partager avec les entrepreneurs ou bien avec d'autres porteurs de projets, j'avais un projet, mais je suis sûr que ici, même dans la salle, ou bien ceux qui vont nous écouter, combien de soirées on a fait en disant tiens, ça serait intéressant, tiens, ça te dirait pas de faire un truc comme ça, qui fait comme ça, une appli qui fait ça, qui envoie des mails, qui envoie ça, ces notifications.
Il dit, bah tiens, on en parle, oui. Puis, sauf que le lendemain matin, on dit, non, c'est trop compliqué, chacun part dans sa voie. Chacun part dans sa voie, il y a le quotidien qui reprend le dessus. En fait, les idées, on en a plein. Tout le monde a des idées, mais la capacité, ce qu'on développe, on doit développer, de faire le premier pas. De dire, et justement, là, je reviens effectivement à la partie Plug and Start, pour dire, en fait, tu viens avec ton idée. C'est ton idée de soirée, peut-être aboutie à plusieurs niveaux. Mais derrière, nous, on veut transformer cette idée en projet. Un projet viable et qui va te permettre non seulement de vivre, mais de faire vivre aussi des gens, de faire vivre aussi les gens. Et c'est, effectivement, il faut qu'on arrive effectivement à switcher. Parce que des idées, j'en ai plein. Pour dire, partager l'expérience, à un certain moment, on avait des idées, c'était quand on finissait l'école, pour vers une plateforme de streaming. Ça, c'était en 2004. Une plateforme de streaming, quand on disait, bah tiens, ça serait bien de faire une plateforme de streaming. À l'époque, on avait démarré même en 2001, il n'y avait que Canal+. Et même c'était même pas en streaming, parce que les réseaux, c'était les réseaux 56. 56 octets. Et cette plateforme de streaming, à un certain moment, on a dit, bah tiens, non, c'est trop compliqué. On avait dit, pourquoi ne pas mettre en ligne des vidéos, puis les gens, ils paieraient un abonnement pour venir le faire, ou bien même c'était gratuit parce qu'on pourra vivre avec les pubs, ce genre de choses. On a réfléchi sur cette idée, mais on l'a pas fait. Sauf que quelques années après, il y a Netflix qui est arrivé. De toute façon, les idées meurent très vite. Et voilà, exactement. Il y a Netflix qui est arrivé, et puis avec des potes avant, j'ai dit, mais merde, voilà, c'est exactement ça, parce que nous, on avait abandonné, c'est trop compliqué avec les serveurs et compagnie. Donc, il ne faut pas avoir peur d'aller plus loin, quoi. Ouais, exactement. Et ben, on va pouvoir passer à l'avant-dernière partie de notre échange sur les rencontres, le mindset et l'entrepreneuriat. Alors même si évidemment on a abordé pas mal de sujets qui concernent l'entrepreneuriat et le mindset notamment. La première question, c'est est-ce que tu peux me parler d'une rencontre qui a marqué ton aventure Magma Energy? Est-ce qu'il y a une rencontre tout particulièrement qui t'a permis de franchir un cap dans ton business notamment? C'est pas une rencontre, c'est qu'il y a plusieurs rencontres en fait. Je dirais souvent le cas. Ouais, voilà, exactement. C'est plusieurs rencontres des gens les gens qui m'ont aidé, même pendant l'élaboration du projet. Les gens qui m'ont aidé pendant l'élaboration du projet, c'était des anciens collègues côté GRDF, où on travaillait un peu sur le BP, sur ce genre de choses. Ça, ça m'a aidé beaucoup, et puis ça continue à m'aider aussi. Et les rencontres aussi, c'est des rencontres, une autre série de rencontres, c'est les rencontres à la Technopole, effectivement. L'équipe qui m'a aidé la Technopole de l'Aube. À la Technopole de l'Aube en Champagne. L'équipe qui m'a aidé et qui m'aide toujours au quotidien, effectivement, à avancer, à répondre à certaines questions. Et l'idée aussi, c'est que, voilà, au fait, c'est que tu es comme dans un cocon, effectivement, où il te pousse vraiment. Je conseillerais à n'importe quel entrepreneur de venir, effectivement, voir. Donc, ce sont ces rencontres, effectivement, qui ont vraiment marqué. Essentiellement, et puis après les rencontres avec les différents salariés aussi que j'ai, effectivement, ça c'est important parce que on fait rien tout seul. Là on parle de 200 unités qu'on a accompagnées, mais il n'y a pas que moi, il y a toute une équipe derrière qui travaille d'arrache-pied pour y arriver. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous savez que je reviens peut-être sur la question d'avant ou la question d'après, au fait, c'est que ces rencontres aussi, qu'est-ce que j'en ai fait? Parce que dans mon cas, au fait, je suis associé unique. Moi, donc du coup, au fait, j'ai mis en place un advisory board. Ça aussi, ça peut intéresser effectivement aux entrepreneurs qui nous écoutent. En gros, ça m'a permis derrière c'est des gens, justement en parlant de ces rencontres, j'ai pensé à eux, des gens que j'ai appréciés pendant tout le parcours d'entrepreneuriat, de réflexion d'ailleurs, qui m'ont aidé, qui m'ont donné des conseils. Il y en a 5, effectivement, avec lesquels je continue à échanger tous les 3 mois. C'est mon advisory board qui me permet derrière de challenger mes choix, mes décisions stratégiques en disant, bah, tiens, ça, j'aimerais faire ça. Il peut me dire, bah, tiens, pourquoi tu aimerais faire ça, ce genre de choses. Ça, c'est de se faire accompagner, c'est très important. Ouais. J'allais dire, si on est seul, on est rapide, mais... à plusieurs, on va plus loin, quoi. Exactement. Je suis très, très aligné avec ça. Pour conclure cette partie,
est-ce que tu peux me citer une personne ou un sujet qui t'inspire particulièrement aujourd'hui ? Quelles sont un peu ta source d'inspiration du moment ? D'inspiration, j'allais dire ma source d'inspiration. J'aime bien Elon Musk, j'aime bien. Ouais, exactement, parce que même ce que je dis, c'est que en fait, sky is the limit, hein, c'est la signature. Je me dis que les barrières qu'on a, c'est uniquement les barrières qu'on s'impose. Il ne faut pas dire ça, je suis pas capable de le faire, je peux pas le faire. Non, c'est parce que vous dites que vous n'êtes pas capable, mais les autres, ils savent bien que vous êtes capable de le faire. Et c'est-à-dire aussi, c'est que en tant qu'entrepreneur, c'est que si vous êtes le seul, le sachant du projet, n'ayez pas le trac de défendre votre projet parce que personne ne le connaît mieux que vous. Donc ça, c'est bien, c'est votre projet, habitez-le. Et effectivement, ça c'est important. Et ne vous mettez pas les barrières. Et puis, sortez des sentiers battus. Regardez ce qui se passe de l'autre côté, même si c'est pas dans le même secteur. J'aime bien discuter avec des gens qui sont dans les secteurs dans l'hôtellerie. J'aime bien discuter avec les gens qui sont dans l'aéronautique. Des éléments qui n'ont peut-être pas à voir à grand-chose, bien dans le secteur alimentaire, des éléments qui n'ont rien à voir avec la partie énergie renouvelable que je représente actuellement. Et ces gens-là, sont ces gens-là, au fait, qui sont mes sources d'inspiration, quoi, qui m'apportent plusieurs choses. Parce qu'on se dit que, au fait, la plupart des éléments qui existent, ils ont été qu'on peut utiliser, ils ont déjà été inventés actuellement. Mais il faut les trouver où ils sont. Ouais. Et puis effectivement, la diversité des projets fait quand même qu'il y a toujours des problématiques communes et des sujets communs entre entrepreneurs. Et effectivement, même si on a d'un côté une boîte dans le développement durable et une boîte dans l'aéronautique, etc., potentiellement il y aura des problématiques communes. Oui, exactement. Quoi qu'il arrive, vous allez trouver des points de convergence à un certain moment. Donc il faut que vous puissiez en parler, vous puissiez échanger. Donc ça c'est important et c'est vraiment sky is the limit, quoi. Exactement. Allez-y, foncez. On passe à la dernière partie de notre échange avec 3 petites questions. La première, c'est: y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée ? Si on n'a pas, c'est pas grave. Mais sur Magma Energy, sur ton parcours potentiellement, est-ce que y a une question que tu aurais aimé que je te pose ? Ouais. Est-ce que je suis content ? Est-ce que tu es content ? Oh oui, je suis très content de faire ce que je suis en train de faire actuellement. Voilà. Super, c'est important. Voilà, exactement. Ouais. C'est vrai, c'est important parce que j'allais dire dans la vie d'entrepreneur aussi, c'est qu'il y a des hauts et des bas. Il y a des vrais moments de solitude. Il faut être solide. Il y a des vrais moments de solitude. Il faut être solide. Derrière, on compte pas ses heures. Il faut savoir ce qu'on est en train de faire. On compte pas 16 heures, là on parle des 35 heures, tout ce genre de choses. Vous allez travailler samedi et dimanche. De toute façon, voilà, il faut que vous soyez prêt à ça. Et puis il faut que vous soyez vraiment heureux de faire ce que vous êtes en train de faire, quoi. Ouais. En gros, je suis content parce que j'allais dire, quand je fais mon boulot, effectivement, c'est que c'est pas un boulot, quoi. C'est une passion. Voilà, exactement. J'allais dire, celui qui fait la musique, lui compte pas ses heures. C'est un peu ça, effectivement. Ouais, c'est important d'être épanoui dans. Oui, exactement. Surtout quand on est entrepreneur. Exactement, parce que de toute façon, si vous n'êtes pas épanoui, vous n'allez pas tenir. Exactement. Ça, c'est sûr. Au moindre coup de barre, c'est mort. Ma deuxième question, c'est: as-tu un entrepreneur à me conseiller pour un futur épisode ? Non, pour le moment, non. Sinon, j'allais dire, c'est de chez nous, hein. Effectivement, il y a Acal, Aurélie de chez Acal, qui font des équipements pour atténuer la santé des animaux. Ça, c'est intéressant. Okay. Ah oui, sujet intéressant. Comment s'appelle l'entreprise ? Acal. Acal. Ouais, exactement. Oui. C'est une entreprise en plus qui est incubée à la Technopole de l'Aube. Ils sont à côté. Ce qui est intéressant aussi avec d'être incubé. C'est très intéressant. En fait, c'est cette partie d'échange. C'est ces parties d'échange où, justement, il y a des entreprises qui n'ont rien à voir, mais avec lesquelles on est... parce que, par exemple, il y a eux, ils sont dans les animaux, dans les équipements pour les animaux. À côté, il y a des gars qui font les impressions 3D. À côté, il y a des gars qui font des
des drones pour les éoliennes. Ça aussi, ça sera intéressant de les voir, effectivement, de supervision. Ça aussi, je trouve que c'est innovant ce qu'ils sont en train de faire. Et à côté, au fait, c'est cet écosystème qui va te pousser derrière vers le haut. Et c'est avec ces gens que tu vas déjeuner à midi, c'est avec ces gens que tu vas prendre un verre après le boulot, qui n'ont rien à voir, mais qui ont les mêmes problématiques, qui vont dire, bah tiens... Je vais dire même la comptabilité. Tiens, c'est qui ton comptable? Tiens, tu passes un coup de fil à telle personne. Tiens, c'est qui ton banquier? Tiens, tu passes un coup de fil à telle personne. C'est qui te fait les livraisons? Bah tiens, je connais ça. Bah la partie communication qui le fait, la partie community management. Ce sont ces sujets qu'on arrive à partager, à avancer assez facilement. Et ma dernière question, c'est quoi pour toi un entrepreneur? Un entrepreneur, ça va être un visionnaire. C'est un visionnaire en tant qu'entrepreneur. Donc il faut être visionnaire et puis il faut être, le couteau suisse, quoi. Parce que effectivement, d'un côté, il faudra que vous ayez les qualités effectivement en ressources humaines, il faudra que vous ayez les qualités pour gérer vos équipes, que vous ayez des qualités en finance, qu'il y ait des qualités pour gérer vos finances et vos comptabilités, que vous ayez des qualités opérationnelles pour faire ce que vous êtes en train de faire actuellement, et aussi les qualités aussi de pouvoir vous projeter plus tard, et puis la partie innovation. Donc c'est un visionnaire aussi, et puis c'est de savoir bien s'entourer. J'ai identifié toutes ces qualités, effectivement, de dire, je connais personne qui a bac+6 dans tous ces domaines, et cette personne n'existe pas encore. Mais effectivement, c'est d'où le besoin de pouvoir s'entourer aussi avec des meilleures personnes qui peuvent vous accompagner, vous tirer vers le haut. Ouais, ça c'est quelque chose qui revient fréquemment, qui est, je pense, une des choses les plus importantes dans l'entrepreneuriat, c'est de bien s'entourer. Ouais. Donc, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, de bien s'entourer, parce que ça concerne le sujet d'avant. Aussi, c'est s'entourer, au fait, c'est que quand on est seul aussi, on passe à côté de quelque chose. Par exemple, actuellement, il y a eu pas mal de PGE, de plans de subvention, des aides qui sont attribuées aux créateurs d'entreprises, des parcours d'intégration, tout ce genre de choses. En fait, si vous restez dans votre coin, vous allez passer à côté de tout ça. En fait, il y a des aides qui sont là pour justement pousser tous les entrepreneurs vers le haut. Justement, il faut aller les chercher, ces aides. Pour aller les chercher, seul dans son garage, c'est un peu compliqué. Il faut vraiment sortir, d'être accompagné, voir des structures qui accompagnent les entrepreneurs. Il y a les CCI partout. Il y a Plug and Start, ça en fait partie. Toutes ces structures qui vont accompagner les entrepreneurs, il faut aller les chercher là où ils sont. Ok, écoute, ce seront les mots de la fin. Avant de conclure notre échange, un petit reminder sur Plug and Start, sur cette 20e édition anniversaire qui a lieu du 29 juin au 1er juillet prochain, et sur laquelle vous pouvez candidater jusqu'au 20 mai pour avoir l'espoir de participer à cet événement et de créer, de propulser son entreprise, son projet, justement à... Sky is the limit. Ouais, sky is the limit, ouais, c'est important. Ouais. Merci beaucoup Thierry, et puis on se retrouve bientôt sur Serial Entrepreneur. Voilà, et tiens, si je vais rajouter quelque chose, dans la partie les gens qui ont marqué le parcours, il faut aussi préciser son entourage familial. Il faut que je le précise aussi aux entrepreneurs, parce qu'au fait, c'est un projet que vous allez entreprendre, que vous allez lancer. En fait, c'est pas que votre projet, quoi. Vous embarquez tout le monde, les gens qui n'ont rien demandé, dans votre projet. Donc, il faut que cet entourage aussi familial soit avec vous, ou bien soit de votre côté, vous arrivez à les convaincre, à les embarquer. Il faut voir aussi ce risque aussi qu'il y a derrière. Effectivement, moi j'ai eu la chance effectivement d'avoir une femme qui comprend bien, qui m'a soutenu, des enfants aussi qui m'ont soutenu. Mais ça, c'est important, parce que ça peut d'un moment à l'autre, ça peut avoir un impact sur le projet de l'entrepreneuriat. Ok, très clair. Merci beaucoup Thierry. Voilà. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup pour l'invitation.